quelle est la folie qui a pu passer par la tête de l'Europe de dire en 2035, plus de voitures thermiques neuves, plus que de l'électrique. À un moment où on ne sait même pas comment on va réussir à chauffer l'hiver. Donc, je voulais avoir votre avis sur cette voiture électrique et sur la capacité qu'on peut avoir à, effectivement, n'avoir que des voitures électriques à partir de 2035. Enfin, neuves, voitures neuves électriques. Neuves, ce qui représente 20% des ventes. Donc, la voiture électrique, c'est un petit peu comme l'énergie, c'est souvent des religions. Hein. Donc là, c'est un objectif religieux. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe actuellement, alors vous savez, l'Europe a envie d'être 100% renouvelable, que des panneaux solaires, que des éoliennes. On oublie de dire où c'est fabriqué et comment, au charbon en Chine. La voiture électrique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en 2022, et ça peu de gens le savent, qui est le premier producteur de voitures électriques vendues en Europe? Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la France, c'est la Chine. Déjà, aujourd'hui. Alors que la Chine ne vendait pas une voiture thermique auparavant parce qu'elle ne passait pas les réglementations techniques. On avait le marché le plus protectionniste au monde, puisque nous avons des normes sur la dépollution qui sont très dures à passer, et les normes sur le crash qui sont aussi très dures à passer. Donc il n'y avait pas une voiture chinoise dans les rues, pas une seule. Et nous avons décidé, écoutez, ces deux barrières qui faisaient de nous le marché le plus protectionniste du monde, on va les enlever. On a le pot d'échappement, plus de barrières, le pot d'échappement, et avec les voitures électriques, le crash est beaucoup plus simple à gérer. Donc on fait sauter les barrières. Les Chinois, ils attendaient que ça. En plus, ils ont une petite revanche à prendre sur l'Occident, après la guerre de l'opium, il y a 200 ans. Donc ils ne vont pas se gêner, et en plus, on les aide. Pourquoi est-ce qu'on les aide? Puisque quand vous donnez des aides à l'achat pour acheter une voiture électrique, 6 000 € pour compenser le coût de la batterie, elle va où elle va là où la batterie est fabriquée, c'est-à-dire en Chine, au charbon, et en Pologne, au charbon. Donc, quand vous faites 50 000 voitures en 2020 avec 6 000 € d'aide, ça fait 300 millions d'euros pour aider la Chine à venir en Europe vendre ses propres voitures. Et à venir nous piquer nos marchés, en fait. Donc, pour revenir à la voiture électrique. Alors, d'abord, l'objectif qu'on devrait avoir. Là, on nous dit 2035, 100% de voitures électriques. Comme ça, on vise la neutralité carbone en 2050. Bon. En fait, ce qu'il faudrait faire par rapport aux contraintes qu'on a sur le pétrole, c'est s'organiser tout de suite pour se passer du pétrole dans les usages où c'est possible. Est-ce que c'est possible dans les camions qui transportent les marchandises? C'est pas forcément évident. On peut faire du ferroutage, le mettre sur un train, mais c'est pas évident. Le plus simple serait encore de rapprocher les usines du consommateur final. Ça peut limiter le besoin du transport. Est-ce qu'on peut s'en passer quand on va partir en vacances, là, pendant les grandes vacances, sur la Côte d'Azur? C'est encore compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie sur les voitures électriques, il n'y a pas beaucoup de bornes de recharge, ça prend du temps. Bon. Est-ce qu'on peut s'en passer quand on se déplace en voiture dans Paris et qu'on habite à Paris? La réponse a priori oui, parce que quand on habite dans Paris, on peut sans doute se déplacer sans sa voiture. On a d'autres alternatives, du vélo, du bus, du tramway, de la trottinette, des pieds, des taxis, du Uber, ce que vous voulez. La voiture individuelle, a priori non. Et donc, si on était intelligent, ce qui était effectivement très grossier, on viserait plutôt de sortir le pétrole des trajets du quotidien à horizon 2030. Les trajets du quotidien, c'est 80% des kilomètres qu'on parcourt. 20%, c'est de la longue distance. Et donc ça, c'est faisable. C'est faisable. En ville, déjà, on essaie de ne pas prendre sa voiture. Le problème, c'est pas la ville, c'est plutôt au milieu rural, périurbain. Quand on n'a pas de transport en commun, comment on fait? Et là, effectivement, pour ces gens-là qui ont souvent de voitures, une petite voiture électrique peut être pertinente pour couvrir des trajets. Et donc, la voiture électrique, elle est pertinente sous condition. Première condition, c'est qu'elle soit petite et légère. On réduit la consommation d'énergie. Comme ça fera une batterie plus petite. Dans la batterie, il faudra éviter des métaux sur lesquels la Chine a un contrôle à 80%, comme par exemple le cobalt ou encore le nickel. On peut faire des batteries sans cobalt et sans nickel, et la bonne nouvelle, c'est que ça existe. Troisième condition, cette batterie et cette voiture, si elle était fabriquée chez nous, ce serait quand même mieux, puisqu'aujourd'hui, on importe 80% des voitures neuves, on importe 100% du pétrole. Si demain, on importe 80% des voitures électriques et 100% des batteries, on voit bien que l'impact sur la balance commerciale sera nul. L'impact sur les émissions de CO2, pas grand-chose. Et puis l'impact sur l'emploi, une fois de plus, il sera nul. Donc la voiture électrique, elle est pertinente sous condition. D'abord, elle est légère. Deux, elle n'a pas de métaux
critique dans sa batterie. 3, on la fabrique chez nous, si possible. Parce que là, concrètement parlant, quand on fixe un objectif 2035 de 100% de voitures électriques, qu'est-ce qui va se passer? Sachant que la réglementation européenne encourage la fabrication de tanks électriques. Ce qui va se passer, c'est que, premièrement, aujourd'hui, l'achat de voitures neuves, c'est 20% de la population, 55 ans d'âge moyen. C'est pas pour tout le monde une voiture neuve. Ça coûte cher. En plus, on paie la TVA pour rien. Bon, et bien là, c'était 20%. Peut-être qu'en 2035, ce sera plutôt 10%, 5% de la population qui pourra s'acheter une voiture neuve. Donc, c'est-à-dire quoi? On divise le marché par 2, 3, 4. Bon, et puis dans ce qui reste sur le marché, finalement, vous allez avoir les constructeurs européens qui veulent tous faire des gros tanks électriques. Mais donc ça peut représenter peut-être encore une partie du marché. Et puis ce qu'on voit de l'autre côté, c'est les voitures chinoises peu chères qui arrivent. Et donc en gros, 2035, là, on se dirige vers quelque chose où finalement les Chinois auront 3/4 du marché avec leurs voitures peu chères. Et puis après, on aura divisé le reste par 4. Et les constructeurs européens qui auront survécu en 2035 se partageront ce petit gâteau. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'emploi. Et si vous voulez, il ne faut juste pas oublier qu'aujourd'hui, mon ordinateur avec lequel je vous parle, il est fabriqué en Chine. Mon vélo électrique, il est aussi fabriqué en Chine. Le panneau solaire que je n'ai pas sur mon toit, il est fabriqué en Chine. L'éolienne et son moteur, tout est fabriqué en Chine. Il n'y a aucune raison, si on n'a pas de protection, pour que ce ne soit pas le cas pour les voitures. Et donc, quand j'étais avec France Stratégie encore l'an dernier, on a réfléchi à ce sujet. On s'est dit, est-ce que c'est très intelligent de donner 300 millions d'euros à la Chine pour qu'elle nous écrase? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus intelligent? La réponse est si. Par exemple, en conditionnant les aides à l'achat à l'empreinte carbone de la fabrication des batteries. Donc, de se dire, pour que je te donne 6 000 euros, il faut que ta batterie ait été fabriquée avec une empreinte carbone limitée, accessoirement pas au charbon, et s'il n'y avait pas d'énergie fossile, ce serait encore mieux. Ça, c'est faisable tout de suite. Maintenant, on peut appuyer sur le bouton tout de suite. Je rappelle que l'an dernier, l'État a quand même donné 1 milliard d'euros de subventions sur les voitures électriques. C'est juste phénoménal. Et pas pour financer notre déficit commercial qui, accessoirement, a dépassé pour la première fois l'an dernier 100 milliards d'euros, et là, qui va plonger avec l'augmentation du coût et du gaz et du pétrole. Ça, on va atteindre des abîmes jamais vus à date. Donc, mais ça nécessite des dirigeants qui sont capables d'aller négocier ça à Bruxelles. Donc, typiquement, c'est M. Bruno Le Maire qui pourrait prendre un train maintenant pour aller à Berlin au lieu de prendre son jet privé, qui va discuter ça avec le ministre allemand de l'industrie, de l'économie, où l'Allemagne est en position un peu de faiblesse actuellement. On est peut-être capable de rééquilibrer les rapports en Europe. Donc ça, c'est des choses qui devraient être faites. Mais on n'a pas un seul dirigeant, si vous voulez, qui s'est opposé aux Allemands depuis très très longtemps finalement, puisque Sarkozy a fait un superbe cadeau à Mme Merkel en autorisant les voitures lourdes à émettre beaucoup de CO2, ce qui a tué l'industrie automobile française. Emmanuel Macron, alors lui, il est dans l'Allemagne parce qu'on va faire un grand pays, un grand État fédéral. Donc, mais malheureusement, j'ai pas de souvenir d'un couple finalement franco-allemand qui me semble assez déséquilibré, et puis surtout qui est un couple qui marche un peu à sens unique, quoi, parce que les Allemands, ils ne voient pas du tout comme un couple. Oui, mais parce qu'on n'est pas non plus des partenaires fiables, dans le sens où on tient rarement nos promesses, faut bien le dire, on tient rarement nos promesses, et puis on a des déficits, dans tous les sens, on a une dette gigantesque. On est un pays latin, c'est pour ça que comme aux États-Unis, on pourrait avoir une Amérique du Nord, une Amérique du Sud peut-être, une Europe du Nord, une Europe du Sud. Oui, on n'a pas les mêmes économies. On est basé plutôt comme l'Espagne et l'Italie sur le tourisme, eux c'est plutôt sur l'industrie. On a deux économies différentes, mais on nous applique le modèle de l'Allemagne, quoi, sans avoir le choix. Donc, oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment une fatalité. C'est-à-dire qu'on a versé dans ce sens qui est le sens le plus facile. Et je ne sais pas si les Français sont contents d'être comparés à l'Amérique du Sud, mais c'est vrai que on ressemble de plus en plus à l'Argentine. Mais pas encore. Mais quand on dit les pays du Club Med, on est dedans, si vous voulez.
Oui, c'est ça, on en a payé comme maître. Mais vous voyez, sous Pompidou, on avait des budgets qui tenaient la route, on n'avait pas de déficit. Enfin, on a été un peuple qui savait ce que c'était que de bosser et de tenir un budget. Ouais, Donc, on mais n'est pas obligé Pompidou, c'était juste avant les chocs pétroliers, hein. Donc, Oui, 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 non, mais bien sûr, mais Raymond Barre était à l'équilibre, il me semble. C'est voilà, le on a dernier eu, budget à l'équilibre, c'était Raymond Barre. donc Mais après, vous savez, on a su faire ce genre de c'est choses. la fin des accords de Bretton Woods en 72. Hein. Avant, vous étiez indexé sur l'or, vous ne pouvez pas imprimer de l'argent à gogo, et puis on a désindexé, et puis là, après, depuis 72, on imprime. Ben, il y a un jour où Oui. ça va s'arrêter, et a priori, ce jour, je ne prends pas trop de risques pour dire qu'il se rapproche chaque jour. Je peux vous dire exactement quand, mais là, on sent que, en fait, en ayant à la fois une politique monétaire accommodante et de l'inflation, ça ne marche pas ensemble. Donc, à un moment donné, il va falloir couper, et c'est ce que fait actuellement les banques centrales, notamment la Fed aux États-Unis, qui organise la récession mondiale pour pouvoir faire descendre les prix. Et c'est ce qui se passera d'ailleurs. C'est déjà ce qui se passe sur les prix des métaux, et c'est ce qui se passera probablement sur le prix du pétrole, puisque là, on a quand même mis en place tous les outils. Alors, je rappelle juste que la dernière hausse des taux importante de la Fed en 2005, elle aboutit à 2008. Et 2008, ça a un peu cassé. Donc, Oui, donc on en est là. On en est là. Mais de toute façon, il fallait passer par là, puisque si vous voulez, on a un ancien monde qui s'accroche comme jamais à ce qui existe, à ses avantages. Et donc, il fallait passer par j'aime pas le mot reset, mais peut-être remise à zéro. Et on y arrive, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que le plus tôt c'est, le mieux c'est.